soir, nous sommes bien sûr ravis de vous accueillir si nombreux. Les conférences que nous programmons depuis 2 mois maintenant rencontrent un franc succès, si bien que nous sommes obligés, hélas, de refuser du monde. Alors il faut dire que la programmation ne déçoit pas, et si nous pouvons recevoir des personnalités comme notre invité ce soir, c'est que ces personnalités sont engagées, nous soutiennent et viennent sans hésiter. Alors pourquoi le font-ils? Parce que nous sommes en Belgique et en particulier à Bruxelles, dans le quartier européen, où se décide un nombre croissant des politiques des États membres, et notamment celles qui encadrent, administrent nos activités et les valeurs que nous leur transmettons. Faire entendre la voix de la laïcité ici à Bruxelles est essentiel. Alors bien sûr, notre programmation, vous l'avez remarqué, est très française pour le moment. Il faut reconnaître que la laïcité est une affaire française. Aucun pays, sans doute, n'a été aussi engagé dans la défense de la séparation entre l'Église, la religion et l'État. Et c'est aussi parce que la France fut fille aînée de l'Église et parce que l'imposition d'un régime de séparation s'est faite dans la douleur en 1905, comme tous les historiens le savent. Alors il faut parler aussi de la francophonie. L'esprit laïque s'est probablement aussi transmis par la littérature, la philosophie de langue française. On le voit au Québec, on le voit bien sûr en Belgique francophone, où au moins les générations de plus de 50 ans ont une conception de la laïcité qui est très proche de celle que moi je connais étant française. Les Belges, certes, préfèrent parler de neutralité, mais ils ont le centre d'action laïque qui rayonne, couvre l'ensemble du territoire. En Belgique, on exige la neutralité, mais on finance la laïcité comme s'il s'agissait d'un culte. On invite le rabbin, le prêtre, l'imam et le représentant de la libre pensée. Les subventions publiques du Centre d'action laïque sont des subventions politiques, celles du parti au pouvoir, ce qui oblige à quelques contorsions dans une capitale belge de plus en plus prisonnière du vote confessionnel et notamment du vote musulman. Alors, où nous situons-nous, le Café Laïque Bruxelles? Eh bien, nous sommes une entreprise indépendante qui a pour vocation de déringardiser, si j'ose dire, la laïcité, de la dépoussiérer, de lui redonner sa vocation initiale, celle de lutter contre le prosélytisme, de limiter les parfois exorbitantes prétentions religieuses, de les limiter à la sphère privée, afin de protéger la liberté de conscience, celle de tous et de chacun. Le Café Laïque, donc, ne reçoit aucune subvention, notamment car ceux qui en sont à l'origine, et notamment l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, a dérangé un peu les petites habitudes, notamment celles des partis politiques se disant laïques, ou d'un centre d'action laïque qui bouffait du curé, mais qui se fait tout petit devant l'islamisme, et en particulier devant le frérisme, dont il ne semble même plus vouloir limiter l'appétit. Alors je recommande à ce sujet la lecture des différents auteurs du livre « Cacher cet islamisme » qui est paru l'année dernière, que vous verrez au fond de la salle. Alors le Café Laïque, disais-je, ne reçoit pas d'aide publique, il vit donc de ses clients, de ses adhérents, de ses conférences, qui sont de vrais moments d'intelligence partagée. Et je veux donc vous remercier très sincèrement de votre présence, et avant que nous exprime notre invité, Raphaël Enthoven, Pierre va vous rappeler quelques petites règles dont nous venons juste de parler, mais pour finir ce qu'il était en train de présenter, que l'on a instauré pour faire de ces séances de vrais moments d'échange. Quelques mots peut-être sur notre invité. Donc, Raphaël Enthoven est écrivain, agrégé de philosophie, enseignant à Polytechnique et à Sciences Po, auteur de nombreux essais et romans, animateur de programmes télévisés et radio dédiés à la connaissance de la philosophie. Nous, au Café Laïque, nous aimons beaucoup Raphaël Enthoven parce que ce n'est pas un philosophe de salon, c'est un professeur, un pédagogue, quelqu'un qui a le souci de la transmission et de l'échange, et sa présence sur les réseaux sociaux détonne, il fait dur, avec humour, avec brio. Parfois il se trompe, et il l'admet, ce qui est rarissime, et il y revient, et il s'explique, et le débat se poursuit. Donc c'est pour nous un véritable exemple. Merci encore donc de votre présence, cher Raphaël Enthoven. Je donne 1 minute la parole à Pierre. Merci infiniment. Voilà, mais donc je vais simplement répéter en très peu de mots ce que je vous ai dit à Raphaël, parce qu'il doit être au courant. Il n'y aura pas de questions-réponses.
En fait, on va vous écouter, et puis après, il y aura des petits groupes qui vont se former de manière tout à fait aléatoire pour amener un certain nombre de suggestions en réaction à ce que vous dites, et on vous demandera de réagir à ces suggestions, ou à ces critiques, ou à ces remarques et tout ça, mais c'est vraiment, en fait, c'est parti du principe que les gens qui sont ici veulent non pas seulement entendre, mais ils veulent agir. Ils veulent trouver des moyens d'action, justement, pour lutter ensemble contre une évolution qu'on trouve assez désagréable de nos sociétés. Et donc, c'est ça le principe de cette soirée. Ça va ? Parfait. Comme ça va très bien. D'abord, je vous remercie de cet accueil. Je suis très heureux d'être ici. Alors, il m'arrive de me tromper, ça vous arrive aussi. C'est ça qui est bien. Et je ne doute pas que vous-même le reconnaissiez, c'est tout l'intérêt. En vérité, ce que vous dites là n'est pas anodin et je voudrais partir de ça. La liberté que nous avons de dire que nous nous trompons, le droit que nous avons de revenir sur ce que nous avons pensé, parce que ce qui compte, c'est ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous sommes capables de concevoir, plus que ce que nous sommes. Ceci me paraît essentiel à la liberté. Or, c'est un problème démocratique, parce que vous avez en démocratie le droit, de penser, de vous identifier à ce que vous pensez, et de considérer que toute concession, d'une certaine manière, est une faiblesse, est une façon de céder du terrain. Alors qu'en réalité, quand vous faites une concession, quand vous reconnaissez que vous avez fait une erreur, parce que le service de la raison l'emporte sur le service de vos propres opinions, et parce qu'une opinion qu'on renforce quand elle reçoit une objection est une opinion faible, le service que vous rendez à ce moment-là, c'est la liberté elle-même à laquelle vous œuvrez. Et en réalité, l'enjeu, il est là. Au-delà même de la question laïque, dont on va parler bien sûr, l'enjeu en démocratie, c'est de créer les conditions de possibilité d'une dispute qui ne soit pas d'une discussion qui ne soit pas, je vais te dire ça, d'une discussion qui ne soit pas une dispute, d'un débat qui ne soit pas un combat. Nous avons ça, et c'est en cela que le travail de laïcité me paraît essentiel. Pourquoi la laïcité s'inscrit dans un tel processus? Quand deux individus, encore une fois, je vais prendre l'exemple d'un prof, quand dans une salle de classe, deux opinions contradictoires, antagonistes s'élèvent, le travail du prof n'est pas d'organiser la prévalence d'une opinion sur une autre, mais de permettre que deux personnes qui étaient prêtes à en découdre soient soudain prêtes à en discuter. Et ceci est le combat commun. Le combat commun, c'est de faire prévaloir la discussion sur le combat, justement. Et tout le paradoxe, à l'intérieur duquel nous sommes pris, en particulier moi, mes camarades et mon petit journal, mon franc-tireur, eh bien, c'est que on défend ardemment la rationalité et l'urgence de discuter à coups d'arguments plus qu'à coups d'opinions péremptoires, et dans le même temps, on adore se battre. Donc on rend volontiers les coups, si vous voulez. Et ça, c'est une autre difficulté à laquelle on est confronté, c'est-à-dire que l'ennemi auquel on a affaire aujourd'hui est de plusieurs natures. Il y a l'intégrisme, il y a la pusillanimité tolérante, pour le dire simplement. Si vous voulez, ou comment dire, la pusillanimité qui se donne la tolérance pour alibi, on va dire ça comme ça. C'est une façon, une périphrase pour dire islamo-gauchisme, si vous voulez pas. Et on pourra revenir là-dessus aussi. Mais le pire ennemi, me semble-t-il, ça reste encore le procès d'intention, c'est-à-dire le sentiment que ce que vous dites peut être neutralisé au nom de l'identité que vous avez. C'est-à-dire qu'on peut vous renvoyer à votre identité. Vous faites une objection. Il y a 20 ans, 30 ans, vous faisiez une objection à un marxiste, il vous disait vous êtes un bourgeois, ou alors vous pensez en bourgeois, c'est-à-dire qu'il neutralisait l'objection en vous renvoyant à une identité présumée. Désormais, vous êtes blanc, vous êtes homme, vous êtes ce que vous voulez, vous avez tous les défauts, et vous êtes de fait essentiellement, substantiellement raciste, quoi que vous disiez, et toutes vos opinions sont indexées sur ce discours-là. Donc, l'adversaire, c'est ce neutralisateur de discussion. Or, la laïcité est exactement au cœur de ces problématiques, parce que l'identitarisme prend les contours aujourd'hui d'une adhésion très profonde au phénomène religieux, qui est à la mesure du désarroi démocratique. Ça, on pourrait revenir là-dessus, mais d'ailleurs, on revient là-dessus une seconde, un point.
Pourquoi les religions sont-elles si... Comment le désir de religion et le désir de s'identifier à sa religion est-il si puissant en démocratie? Parce que vivre en démocratie, c'est se heurter à un problème redoutable qui est d'être libre sans savoir où on va. Il n'y a pas de destin collectif. Un bon dirigeant en démocratie ne recherche pas l'unanimité. S'il rêve de souder les volontés et de fabriquer du vivre ensemble, comme il dit, son but n'est pas l'unanimité. Un bon dirigeant n'a pas pour tâche d'avoir 99% de gens qui sont d'accord avec lui. Ça n'est pas le but. Donc, il n'y a pas de destin commun, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'au-delà. On ne voudrait pas sortir de la démocratie, on voudrait l'améliorer, l'amender ici, là, mais en sortir, personne ne voudrait en sortir. C'est très rare. Le drame du démocrate, c'est qu'il est libre dans un aquarium. Et que pour cette raison, le désir, Tocqueville était le premier à l'analyser au XIXe siècle, qui disait que le désir de transcendance était essentiel justement à l'homme démocratique. Alors Tocqueville parlait de la religion catholique, dont il voyait dont il faisait un élément essentiel de la démocratie. Mais bien au-delà de ça, le désir de religiosité, le désir de transcendance, le désir tout simplement d'adhérer à autre chose qu'à la seule perspective de sa petite vie, si vous voulez, le refus de se satisfaire d'un monde où la loi vous autorise à être égoïste toute votre vie sans que jamais vous alliez en prison pour ça, le refus de se satisfaire de ça prend immanquablement, inévitablement, la forme d'une pulsion religieuse. C'est pour ça que Schopenhauer, par exemple, qui ne cessait de dire que Dieu n'existait pas, qu'il était le pire ennemi de Dieu, etc., disait que le besoin de religion était essentiel à l'âme humaine. Non pas parce que nous croyons en Dieu, mais précisément parce que nous n'y croyons pas. C'est tout le problème. Si on croyait en Dieu, comment dire, si Dieu existait, on n'aurait pas besoin d'y croire, disait Schopenhauer. Le simple désir que nous avons d'y croire montre par là même qu'en un sens, qu'il n'existe pas. Son inexistence est avérée par le besoin qu'on a d'y croire et parfois par le besoin qu'on a d'imposer une parole qu'on a hallucinée. Et ceci était fondamental, c'est-à-dire que, en fait, on peut tout à fait déconstruire le phénomène religieux tout en constatant la nécessité et le désir de religiosité chez les gens. Et donc, en cela, la laïcité me paraît un élément libérateur. La liberté n'est pas, en démocratie, ce n'est pas seulement de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de se contredire au lieu de s'opposer. La liberté, c'est de transformer celui qui vous voit comme un ennemi en adversaire, de l'élever au rang de l'adversaire. La liberté, c'est ça. La meilleure définition qu'on puisse donner de la liberté, on la trouve dans les Essais de Montaigne, quand il dit « Je me sens plus fier de la victoire que je remporte sur moi-même quand je m'incline devant les arguments de mon interlocuteur que quand je l'emporte sur lui grâce à sa faiblesse. » J'ai le sentiment d'avoir progressé en faisant une concession, précisément. Et bien là, c'est la liberté elle-même qui est en jeu, c'est l'œuvre commune. Et alors, je voudrais dire une dernière chose, je ne veux pas être trop long non plus, et je voudrais qu'on puisse discuter, mais une dernière chose qui me paraît importante, une longue dernière chose. Il y a, je vous parle de liberté, prenons peut-être en simplifiant un peu les choses, mais pourquoi pas. Je vois deux définitions, une grande bifurcation dans la définition même de la liberté. Vous avez naturellement la liberté spatiale, la vôtre, la mienne, celle qui veut que je ne vous marche pas sur les pieds, que vous ne me marchiez pas sur les pieds, qui nous permet de vivre ensemble, qui nous permet de cohabiter, etc. Bien, c'est une liberté que la loi est censée garantir. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas liberticide que la loi nous interdise de faire certaines choses. Au contraire, ces interdictions sont des conditions de liberté. On sera tous à peu près d'accord là-dessus pour dire que la loi n'est pas l'obstacle à la liberté, dans la mesure où la loi nous empêche certes de faire tout ce qu'on veut, mais on serait beaucoup moins libre dans un monde où la loi ne serait pas. De la même manière, on est plus libre, me semble-t-il, dans un monde où on n'a pas le droit de crier mort aux juifs ou mort aux arabes dans la rue que dans un monde où on a ce droit-là. On est plus libre dans un monde où on est obligé de porter le masque en période de pandémie que dans un monde où c'est la loi du plus fort et du moins contaminable qui l'emporte. Voilà, la liberté, mais cette liberté, la liberté qui s'arrête là où commence celle de l'autre, est une liberté qui qui est garantie par la loi et sur laquelle on sera tous d'accord. Mais il y a l'autre liberté, ce que Foucault appelle l'intransitive liberté. C'est-à-dire la liberté que vous avez, par exemple, pour vous-même, de penser tout à fait différemment en vous-même, de penser tout à fait différemment. Prenons un exemple, le libre arbitre. Si vous lisez Spinoza, vous lisez l'éthique, ce que je souhaite à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, mais il faut commencer,
si vous lisez Spinoza, vous découvrez dans l'éthique que le libre arbitre est une illusion. Que le libre arbitre, c'est une illusion qui vient de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir. Personne n'est véritablement l'origine de ses actes. Personne n'est l'origine de ses désirs. Ce qu'on prend pour de la volonté, c'est jamais que l'agglomération de désirs disparates et de puissances qui vous obligent et qui vous agissent. Et la véritable liberté pour Spinoza, ça n'est pas de croire qu'on est libre, c'est de savoir à quel point on ne l'est pas. Bon. On découvre ça en lisant l'éthique. C'est très fort. Le problème, c'est que, or le même Spinoza, dans l'éthique toujours, explique qu'à l'échelle d'une cité, les individus, il est essentiel que les individus soient tenus pour responsables de leurs actes. Et ceci est essentiel, ceci est fondamental. C'est-à-dire, c'est la différence qu'il y a entre ce que vous pouvez savoir de vous-même. Je n'ai pas de libre arbitre. Et l'argumentation hallucinante qui consiste devant un tribunal à dire « je ne suis pas responsable de mes actes, c'est la société qui, à travers moi, a commis un crime, en réalité je suis innocent et il faudrait me blanchir ». Si vous voulez, le moment où on commence à confondre ces deux libertés, c'est-à-dire le moment où l'on commence à confondre, à mélanger l'intimité d'une liberté, une liberté intransitive, l'intimité de ce qu'on peut savoir sur soi, de ses désirs, de ses passions, etc., avec tout simplement la liberté dont chacun doit bénéficier à l'échelle de la cité, alors c'est la fin du monde. Et une autre modalité de ce mélange, et c'est pour ça que je voulais vous dire ça, c'est par exemple le fait de penser que, alors, le port du voile dans l'espace public, on va aller au sujet. L'argumentation, me semble-t-il, mais c'est vraiment là où je voudrais vous entendre, l'argumentation qui défend le principe d'interdire le port du voile dans l'espace public est une argumentation qui repose, me semble-t-il, sur l'idée que le voile est un signe d'oppression, est un témoignage de soumission, est en lui-même un symbole liberticide. On ne peut pas être plus d'accord. Néanmoins, l'objection qu'on peut faire à cette argumentation, c'est qu'il n'appartient pas à la loi précisément de sonder les cœurs et les reins et d'explorer les motifs secrets qui conduisent telle ou telle personne à se voiler un jour. Et qu'en réalité, la loi ne saurait se soucier de ce genre de liberté-là sans outrepasser les limites qui doivent être celles de la loi en démocratie même. Ce qui rendrait à mon sens l'interdiction du port du voile dans l'espace public tout à fait problématique et en elle-même liberticide, c'est qu'elle postule, elle présume l'aliénation intime de celle qui le porte. Je ne dis pas que cette aliénation est une chimère. Oh, bien sûr que non. Et on connaît tous des cas de figure où des gens sont contraints de le faire, ou alors on leur lave le cerveau, on sait tout ça. Et on sait aussi ce que signifie ce symbole, ce qu'il porte, l'histoire qu'il porte, et à quel point il peut être contradictoire, par exemple, d'être féministe, tout en voyant un progrès social dans le port du burkini dans les piscines, du burkini dans les piscines. On sait tout ça. Mais c'est pas le problème de la loi. La loi n'a pas à savoir ce qui vous fait faire ce que vous faites. Outre que la loi n'a pas à dire que tel vêtement est prosélyte alors que tel autre ne l'est pas. Et c'est là qu'il me paraît-il quelque chose qui me semble ici essentiel, une nuance qui me paraît essentielle et que je voudrais apporter au débat parce que je suis sûr qu'elle fera débat. C'est ce que dit par exemple Roger Paul-Droit. Roger, au moment de la première querelle du burkini en France en 2016, Roger Paul-Droit avait cette phrase que je vous invite à méditer. Il a dit « Moi je suis contre le burkini, donc je suis contre son interdiction. » Et c'est pas con. C'est pas bête. C'est pas bête pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait deux façons. Alors il y a deux façons, par exemple, en France, d'être hostile au burkini. Il y a deux traditions qui convergent. On observe une convergence des luttes ici, une convergence en tout cas de la réaction, si vous voulez, à l'extension du phénomène burkini. Vous avez deux façons de vous y opposer. Vous pouvez vous y opposer au nom de la France, en France, hein, ou alors au nom de la République. Il y a deux façons de vous opposer à ça. Vous vous y opposez au nom de la France en faisant valoir que la France ne fait pas ça, ce qui est faux. Les femmes au début du siècle se baignaient vêtues tout pied en cap, pour des motifs différents, mais enfin bon. Mais on peut s'y opposer au nom de la France. Comme on peut s'y opposer au nom de l'idée républicaine, ou en tout cas contester le fait que ce soit un progrès social au nom de l'idée républicaine, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de s'y opposer au nom de la défense d'un folklore,
quel qu'il soit, ou de s'y opposer au nom de la défense d'un terroir, si vous voulez, c'est malgré tout le nom noble du folklore, ou de s'y opposer au nom de principes dont on a le sentiment qu'on y contrevient. Et puis enfin, la troisième méthode, qui me paraît plus raisonnable, c'est de s'y opposer au nom de l'hygiène, tout simplement. Et ça, c'est encore une autre histoire, et là, pour le coup, ça renvoie au pragmatisme décisionnel. Les motifs invoqués par le préfet à Grenoble pour contester l'arrêté du maire, c'était la loi séparatisme, la loi Darmanin. Or, honnêtement, je ne crois pas que ça passe. Je ne pense pas que le Conseil d'État valide ça, à mon avis. S'il avait invoqué l'hygiène, ça passait, je pense. Mais invoquer une atteinte à la laïcité, je ne crois pas que ça passe. Si vous voulez, je suis hostile au Burkini, viscéralement hostile au Burkini, à ce qu'il signifie, et militant du fait qu'on l'écrive avec un Q comme burqa et pas avec un K comme bikini. Ça me paraît très important. Je suis aussi hostile qu'on peut l'être. Et je veux bien penser tout ce qu'un tel vêtement signifie, tout ce qu'il implique, tout ce qu'il suppose, etc., etc. Mais il me paraît que la défense de la liberté en démocratie implique de consentir à, inévitablement, une cinquième colonne en son sein. Une liberté qui abolit la cinquième colonne au nom même de la... Alors, si vous voulez, le danger, c'est de tout faire passer au nom de la tolérance. L'autre danger, c'est d'invoquer la liberté tout en pratiquant la censure. Et il me paraît que le discours républicain doit tenir une ligne de crête entre ces deux tentations. La tentation de se coucher et la tentation, au contraire, de s'ériger en gardien de la République. Une tentation qui vient souvent d'ailleurs à des gens qui confondent politiquement la République et la France, qui à mon avis n'est pas toujours fondée. Et il me restait une dernière chose à vous dire. Encore mille choses à vous dire, mais je l'oublie à l'instant, ça me revient pas. Je vous remercie de votre attention. Juste un petit point sur le signe d'oppression. Enfin, moi, je ne considère pas, par exemple, le hijab comme un signe d'oppression. Et je pense en effet que si on avait invoqué la norme d'hygiène, on aurait peut-être pu éviter donc la légalisation du burkini. Mais pour moi, le hijab est une norme d'organisation sexuelle de la société islamique. Et la loi commune peut aider l'individu contre la force d'aliénation communautaire, pour une communauté qui a organisé une contre-société, qui a ses propres lois internes. Donc, vous voyez, dans votre schéma, il n'y a qu'une seule loi. Dans le schéma que moi je vois, il y en a deux. Il y a la loi commune et puis il y a une loi communautaire qui fait respecter ses exigences contre la loi commune. Et si on regarde par exemple le succès de la loi de 2004, c'est d'avoir justement permis à des filles de collège d'échapper au hijab, à la limite au moins jusqu'à 18 ans. Oui, alors c'est très important, sauf que la loi communautaire que vous invoquez, et que vous connaissez autant que nous, enfin je dirais, est une loi non écrite. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule loi. Je suis le premier à savoir qu'il y a des phénomènes d'emprise, qu'il y a des lois de famille, qu'il y a des lois de quartier, qu'il y a d'autres logiques qui prévalent, des traditions, des usages, des trucs qui se passent sous le radar de la loi. Nous le savons. Mais ceci me paraît devoir être, pour le coup, l'affaire de la loi. C'est-à-dire que quand on a en France un reportage sur les poupées à Roubaix, les poupées sans visage, à Roubaix, il y a deux catégories de problèmes. D'abord, il y a la question légale, est-ce qu'on peut faire ça, etc. Il y a ce que la loi est en mesure de faire. Quand on voit les écoles, la formation des élèves, la déformation des élèves, on voit ce qui se passe dans certaines banlieues roubaisiennes, on se dit, voilà, que peut faire la loi, dans quelle mesure, de quels outils dispose-t-elle? C'est l'objet, je trouve, moi, de la loi séparatisme que je tiens pour une très grande loi. Il y a cette question-là. Et puis, il y a l'autre question, c'est celle des lois non écrites, et c'est celle des complaisants. Et là, je pense qu'on sera d'accord, c'est-à-dire c'est celle des gens qui, quand de tels reportages paraissent, Sandrine Rousseau en France explique que les poupées sans visage, ben, c'est bien, parce que ça permettra peut-être aux jeunes filles de dessiner un visage qui leur ressemble plus. Elle dit ça. Elle dit ça. Elle a dit, ça leur permet. C'est-à-dire qu'elle a converti, alors, pas de généralité, parce qu'il y a de tout dans ce mouvement-là, mais il y a aussi Sandrine Rousseau. Il y a aussi Sandrine Rousseau qui considère, effectivement, qui est une espèce de transformateur féministe de l'islamisme. C'est-à-dire que elle prend des phénomènes islamistes comme ça, et elle les fait passer dans un filtre magique
Et ça sort en féminisme. Donc elle prend le burkini, ça devient un progrès social. Elle prend les poupées sans visage, ça devient l'occasion d'une expression artistique pour des jeunes filles. C'est fascinant ça. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on est ici en présence de deux dangers. Et de deux dangers. Je ne parlerai pas, moi, d'une loi parallèle, je parlerai d'un monde parallèle. Mais c'est-à-dire qu'il y a le danger communautaire, il y a le danger séparatiste, l'intégrisme, et puis vous avez le danger, à mon avis, considérable, en quoi consiste la complaisance, les petits arrangements, et pour le pire du pire, l'autocensure. Et je veux juste insister sur ce dernier point, parce que ça me paraît la chose la plus dangereuse en vérité. Comment dire, les intégristes sont peut-être la honte de l'islam, mais les indécis sont la honte de la République. Et les premiers ne sont dangereux que quand ce sont les seconds qui gouvernent. Il y a eu en France, par exemple, des gens, des démagogues, Aurélien Taché, par exemple, qui a dit que la loi sur le séparatisme était une loi islamophobe. Alors, il dit ça sur une chaîne qatari. Il est très content, ça lui vaut grande popularité, il assure sa circonscription, etc. C'est super pour lui. Le problème, c'est qu'en présentant une loi votée par le Parlement qui a passé toutes les fourches codines de l'examen législatif en France, qui est moins compliqué que le système belge, mais enfin quand même. Quand la loi a passé, dire d'une loi qui passe toutes ces fourches codines qu'elle est islamophobe, c'est laisser entendre que l'État l'est tout entier. Or, c'est une conclusion à laquelle, évidemment, l'ambitieux en question ne peut pas aller, parce qu'il est trop conscient de son intérêt. En revanche, il veut bien dire à une chaîne qatari que telle loi est islamophobe, comme si en France, de temps en temps, on votait des lois islamophobes, puis de temps en temps, il y avait des lois sympathiques. De temps en temps, il y avait des lois gentilles. Le danger est là. Le danger, il est dans le fait que, près de 2 ans après sa décapitation, la décapitation de Samuel Paty, il n'y ait en France que 2 établissements scolaires qui portent son nom. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un lycée prenne votre nom? Il y a des collèges Brassens, magnifiques. Enfin, qu'il y ait autant de collèges Samuel Paty que de collèges Georges Brassens, c'est peut-être pas trop demandé à la République. Un prof d'histoire géo qui a été décapité par un fou, non, pas un fou. Non, pardon, je retire ce mot. Oui. Alors, convaincu. C'est la phrase de Nietzsche, hein, le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, mais la preuve du contraire. Et on peut. Alors, je fais une parenthèse sur les impies fanatiques. Il y a 2 façons de les attaquer. Soit on les attaque sur le champ de la morale en leur disant qu'ils sont très très méchants. Bon, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Soit on se détourne du sujet en disant qu'ils sont fous, donc ça ne me concerne pas. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne non plus, que ce soit une protection efficace. Soit on les attaque sur le plan de la logique. Pour qui se prend le type qui croit que Dieu a besoin de ses services? Pour qui se prend le type qui croit que Dieu lui a demandé de tuer? Lui. Et pour qui se prend le type qui espère, dans l'au-delà, en récompense de son geste, des récompenses et des plaisirs qui concernent son corps de mortel? Les 70 pièges, si vous voulez, quand vous n'avez plus de corps. Bon. Mais c'est intéressant. Pour qui se prend celui qui spécule là-dessus? Et on est dans une spéculation, pas du tout métaphysique ici, mais c'est un échange de bons procédés. Je tue pour toi, tu m'envoies les vierges. Ceci n'est pas de la religion, et plus forte raison, ce n'est pas de la foi. Ceci n'est pas de la foi. C'est ça que je veux dire ici. C'est qu'il y a ici une nuance à faire, à mon avis. On est en présence d'une impiété qui se vit elle-même comme une foi ardente, mais techniquement. Et alors, ce que je veux dire, c'est que argumenter de cette façon-là face à des gens qui sont à la lisière de ça, là, ça marche. En fait, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous dites à quelqu'un, mais il y a beaucoup de vanité dans le sentiment d'être soi-même le bras armé de Dieu. Beaucoup de vanité. Ou alors vous leur dites, c'est comme dire aux gens, il y a beaucoup de mépris dans le sentiment que, il y a beaucoup de mépris et de paternalisme colonial dans le sentiment que la France est encore un empire colonial et se conduit encore en empire colonial. Qui sont les héritiers du colonialisme français? Ce sont les décoloniaux qui continuent de penser que la France est un empire colonial. Il n'y a pas plus paternaliste que l'idée selon laquelle la France est encore responsable de tous les maux de la terre de tous les autres gens.
Donc ce que je veux dire, c'est que les mutations du paternalisme, ou les mutations du paternalisme colonial, les mutations de l'extrême droite en extrême droite islamique, tout ceci existe et mérite, à mon avis, d'être disséqué plus que combattu à coups de grands principes. On parlait de bien-pensance. Il me paraît qu'effectivement, c'est l'adversaire autant que la lâcheté. Autant que la lâcheté qui se vit comme une pondération, si vous voulez. Moi, mes ennemis, ce sont les gens qui disent, au moment de la publication des caricatures du prophète, ce sont les gens qui disent je suis pour la liberté d'expression, mais attention. Pour moi, le véritable ennemi, c'est le respect. Voilà. Le véritable ennemi, c'est l'alibi du respect. C'est le sentiment que les religions sont des éléments intouchables. Le véritable ennemi, c'est la personne qui, quand Mila est menacée, reçoit 150 000 menaces de mort sans avoir transgressé la loi, explique que quand même cette jeune fille est mal élevée. D'une certaine manière, je redoute moins le type qui lui écrit « connasse, je vais te buter, je vais te violer » et dans cet ordre-là. Celui qui lui écrit ça me paraît d'une certaine manière moins dangereux, parce que nettement moins nombreux que celui qui dit quand même ça se fait pas, c'est pas bien. Le véritable ennemi, c'est le sentiment que la provocation est facteur de désordre et que la loi devrait idéalement avoir vocation à punir tout ce qui choque. La loi en République punit ce qui humilie et non pas ce qui choque. L'incitation à la haine raciale est punie, le blasphème ne l'est pas. Cette nuance-là, maintenir cette nuance-là, est essentielle. L'ennemi, c'est la tentation de les confondre. L'ennemi, c'est le mot valise islamophobie qui permet d'indexer du racisme sur une haine de la religion, ou qui permet de confondre les deux phénomènes, et qui permet par là même de considérer, de tenir, d'étendre tellement le domaine du racisme qu'il n'a plus de signification, et de mettre dans un même panier Charb, Cabu et Marine Le Pen. L'ennemi, c'est ça, pour moi. L'adversaire, il est là. Plus encore que, comment dire, la France ne menace pas demain de devenir une théocratie, mais comme elle menace de croire qu'elle le devient, parce qu'il y a des soutiers de cette trouille, il y a des gens que la peur uniquement guide, que la terreur guide, et qui se couchent, qui sont avides et pressés de se coucher devant l'ennemi qu'ils pressentent, la France ne menace pas de devenir une théocratie, mais elle menace de croire qu'elle le devient à cause de ces gens-là. Et ce jour-là, c'est pas une théocratie que la France deviendra, c'est autre chose. C'est une république bien mal en point, si vous voulez, parce que ce jour-là, on élira véritablement quelqu'un de dangereux. Et tout le travail, me semble-t-il, consiste précisément à mettre les hypertolérants, si vous voulez, qui poussent la tolérance jusqu'à tolérer l'intolérable, face à leurs propres contradictions, à les mettre en permanence face à leurs propres contradictions, pour bien leur montrer, pour bien montrer aux électeurs notamment, qu'il existe un discours qui n'est pas uniquement préempté par la droite ou par le patriotisme, mais qui est tout simplement un discours républicain, qui permet de garantir les libertés tout en s'en prenant à ce totalitarisme qui rampant. Tout à l'heure, vous avez articulé la laïcité et la liberté. Est-ce que vous pourriez articuler la laïcité et la neutralité? Quelle est la différence entre la laïcité et la neutralité? Parce qu'en Belgique, on parle de neutralité. Alors, merci, c'est une bonne question. C'est une des choses qui m'inquiétait, moi, et qui m'inquiète de nouveau, d'ailleurs, chez Emmanuel Macron. En 2017, pour les 500 ans de la réforme, au collège de Bernardin, Emmanuel Macron a fait un grand discours dans lequel il a dit, il s'adressait aux protestants, et il a dit, il a cité son maître, Paul Ricoeur, protestant parmi ce qu'il en est. Il a cité Paul Ricoeur en disant, vous savez, Ricoeur fait la différence entre la laïcité de confrontation, où chacun arrive avec ses croyances et discute, et une laïcité d'abstention, qui revient aux serviteurs de l'État. Et Ricoeur disait, pour prendre l'exemple des écoles par exemple, Ricoeur était contre la loi de 2004. Parce qu'il disait, il faut que les élèves puissent arriver avec leur colifiché, leur croix, leur main, leur turban s'ils veulent, etc., pour ensuite discuter. Et puis, il appartient aux représentants de l'État, eux, d'être neutres. Et la crainte de Ricoeur, c'était que la laïcité d'abstention prit le pas sur la laïcité de confrontation. Et Macron a repris ce propos devant des gens, là,
ce qui m'a fait penser ce jour-là que si Macron avait été député en 2004, il n'aurait pas voté, probablement, la loi sur le port des signes religieux à l'école. Or, ce que je veux dire ici, alors je réponds indirectement à la question que vous posez, la laïcité n'est pas simplement, me semble-t-il, la neutralité de l'État, ni la neutralité de ses représentants, ni le fait qu'à l'école, par exemple, les signes religieux n'y ont pas leur place, parce qu'une conscience en gestation n'a pas à être parasitée dans le temps de son instruction par des croyances indémontrées, pour le dire simplement. Ça n'est pas que cela. La laïcité, ça n'est pas simplement cette liberté-là, c'est aussi la conscience que nous pouvons avoir d'être libres. C'est-à-dire, c'est le désir que nous pouvons avoir d'être libres. Il n'est pas de laïcité. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'inquiète dans le mot de neutralité, c'est sa neutralité, précisément. C'est sa neutralité, c'est son inaction, c'est un mot qui n'est en rien prescripteur. Alors que le mot de laïcité ne désigne pas, par exemple, seulement la liberté de croire ou de ne pas croire, mais la séparation des églises et de l'État, et la liberté de conscience. C'est-à-dire le fait que la liberté de conscience n'est pas une religion comme les autres, puisque la liberté de conscience étant le propre de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas, il n'y a aucune raison d'inviter un rabbin, un prêtre, un imam et un libre penseur au même titre, puisque en droit, le rabbin, le prêtre et l'imam devraient eux-mêmes être des libres penseurs. La libre pensée n'est pas exclusive de la croyance. Reste que, manifestement, c'est le cas. Donc, moi, je me méfie dans le mot de neutralité, de sa neutralité. Et je préfère tout simplement le mot de laïcité. De laïcité au sens le plus, parfois paradoxal du terme. Par exemple, je vous donne un exemple, j'y pense maintenant, Spinoza, je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans le traité théologico-politique, Spinoza commence en disant, il commence très dur, on dirait, Michel Onfray, il y a 20 ans. Oui, les prêtres nous racontent des fariboles, nous manipulent, nous machin, et puis ils parient sur notre peur, la peur de notre peur. Quand on est guidé par la peur, on est la proie des prêtres, comment gérer la multitude, c'est terrible, etc. Ça fait un tableau apocalyptique de la sournoiserie religieuse et de la façon dont les religions façonnent les consciences et sont le bras armé d'un pouvoir établi. Et puis, mais vraiment que on a l'impression qu'il passe de rien à tout, de tout à rien. En une phrase, il dit « Puisque la liberté m'est échue de vivre dans un pays, les provinces unies, avant la guerre civile qui mettra un terme à cette liberté géniale, puisque je vis dans un pays où chacun a le droit d'adorer l'idole de son choix, je peux parler tranquillement. » Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que le même homme qui démonte, qui nous fournit 400 ans plus tard, on a 350 ans plus tard, on a encore en tête l'argumentaire, c'est l'argumentaire de Spinoza quand on voit une arnaque derrière le phénomène religieux. C'est l'argumentaire de Spinoza qu'on reprend. Voltaire lui-même reprenait l'argumentaire de Spinoza. C'est l'argumentaire de Spinoza. Spinoza a fourni l'alphabet de la déconstruction, de la manipulation des consciences par les usurpateurs de la foi. Il est celui qui nous fournit l'alphabet de ça. Et en même temps, il est celui qui, dans le même texte, défend ardemment le droit de vivre dans un endroit où chacun peut adorer l'idole de son choix. Ce qui, je trouve, en dit long sur l'idée de laïcité. Parce que, pour vivre dans un monde, on peut aller au-delà. Ce n'est pas paradoxal. Ce que je veux dire, c'est que dit Spinoza? Que pour vivre dans un monde où chacun peut adorer l'idole de son choix, il faut concevoir des lois qui en elles-mêmes ne sont pas dupes de la tutelle ecclésiale. C'est-à-dire qu'on a besoin, et c'est là qu'il faut assumer dans la notion de laïcité cette dimension-là, la laïcité n'est pas une invention de l'Église. La laïcité n'est pas une invention, la laïcité n'est pas une invention de la, comment dire, la laïcité n'est en rien, la laïcité est née, l'idée même de laïcité est née d'un immense scepticisme sur la possibilité d'une tutelle divine et sur la valeur de l'inconditionné ou des vérités révélées.
Il y a dans l'idée laïque pas seulement le droit de croire ou de ne pas croire. Ce que je veux dire, en fait, pour le dire simplement, c'est que le droit de croire ou de ne pas croire, il est rendu possible par la déconstruction de la croyance elle-même. Et que ça, c'est au principe de la laïcité. En cela, elle n'est pas neutre. On peut être laïque et croire en Dieu. On ne peut pas fonder la laïcité ou avoir l'idée de la fonder, je crois, tout en croyant en Dieu, pour le dire simplement. Il y a des questions. Comment on fait, Pierre? Il faut déjà applaudir. Alors, on va passer à la partie un peu plus interactive. Et donc, comme on l'a fait la fois passée, pour ceux qui étaient là, et pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous expliquer, vous allez vous regrouper par petits groupes de 5, 6, 7 personnes. Il ne faut pas bouger, vous restez entre vous, comme ça, les gens, même, surtout si vous ne les connaissez pas, c'est l'occasion de les connaître. Et donc, vous regroupez, vous regardez les gens qui sont autour de vous, s'ils ont une tête sympa ou un truc comme ça, même s'ils n'ont pas une tête sympa, vous allez travailler avec eux. Et donc, vous faites des petits groupes de 5, 6, 7 personnes et vous désignez immédiatement un porte-parole, ça va? C'est l'occasion aussi de vous mettre d'accord, de vous connaître, etc. Et dans les 6 premières minutes, je vais vous demander de partager vos impressions, vos réactions, vos émotions par rapport à ce que vous venez d'entendre pendant cette petite heure. Ça va? Donc, vous voyez qui est autour de vous. Je ne vais pas les faire moi-même. Vous travaillez avec vos voisins et vous échangez sur vos réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et je vous donne 6 minutes. 6 minutes. Vous avez tout à fait raison. Alors, un retrait d'enfant. Parce qu'il parle très bien. Mais... Non, mais vous parlez certainement très bien. Pourquoi pas? Pour ne pas que j'oublie Raphaël tout au début, a eu une approche un petit peu légaliste des problèmes de la laïcité en disant on ne peut pas interdire le port du voile dans le transport. Moi je pense que personne de sérieux, à part Jim Rien, ne saurait interdire ça.